Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis hyper longtemps. Tu es engagée, l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité, sur la parentalité. Aujourd'hui, on traite d'un sujet inspiré d'une conversation pour laquelle je tairai le nom des protagonistes, pour leur anonymat, pour leur bien-être. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on répond à des clichés, à des fausses idées, à des stéréotypes, à des bêtises. Enfin, surtout toi. Parce qu'en fait, j'ai cherché à rassembler quelques questions que les hommes se posent sur la santé des femmes. Et je pense qu'on va pouvoir rire un peu aujourd'hui. L'une des questions que j'ai retrouvées pas mal dans les tréfonds d'Internet et qu'on m'avait déjà posée, la première, c'est: est-ce que les filles peuvent retenir leurs règles comme nous, on se retient quand on va aux toilettes ? Non. Et après, je vais dire oui. Mais on va commencer par non. Notre vagin, donc c'est pas un trou, je le rappelle, c'est un couloir. Et ce couloir n'est pas équipé de sphincter comme l'anus en est équipé ou comme l'urètre en est équipé. Donc, on ne peut pas retenir, etc. Ça, c'est clair. Donc, le sang s'écoule. Toutes les filles, femmes, on en fait l'expérience. Voilà. Mais, si elles en ont envie, oui. C'est ce qu'on appelle le flux instinctif libre. Et effectivement, si on éduque son périnée, parce qu'en fait, on n'a pas de sphincter à ce niveau-là, mais on a des muscles périnéaux qui sont tout autour du vagin. Et donc, si on le souhaite, on peut effectivement maîtriser ces muscles périnéaux suffisamment de façon à, effectivement, laisser s'écouler le flux sanguin quand on le désire. Mais ceci demande une éducation, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation chez la personne qui va le pratiquer. Et bien sûr, il y a quelques fuites. Mais on est d'accord que ça existe vraiment. Genre, toi, tu le fais, c'est ça, non ? Moi, par exemple, c'est effectivement ce que je fais. Mais par exemple, je suis honnête. C'est-à-dire, je dis, quand je fais une séance de sport, quand la nuit, il y a quand même beaucoup de moments où je ne vais pas contrôler le flux de mes règles. Mais de fait, effectivement, je retiens. Et quand je vais faire pipi, je laisse tout s'écouler. Mais c'est un délire, ça me fait rire, ça m'intéresse, parce que je suis sage-femme, certainement, je suis un peu timbrée. Mais en aucun cas, il faut prendre ça comme une injonction ou quelque chose de... Voilà, l'immense majorité des femmes n'ont pas du tout ce délire que j'ai moi, et donc on s'en fiche. Moment confession, avant que tu me dises que toi, tu le faisais, j'y croyais pas. Voilà, je le dis. Ah mais oui, non, ça marche vraiment. Mais si tu peux le faire, je peux pas le faire, mais j'y crois. La deuxième question que je voudrais te poser à la place d'hommes qui se la posent sur Internet, c'est: est-ce que les femmes ont moins de désir que les garçons ? Est-ce qu'elles sont moins sujettes aux pulsions ? Bien sûr que non. Rien à voir avec le sexe et le genre. On a tous une libido qui fluctue en fonction de plein de choses, en fonction des individus, en fonction de la météo, en fonction des gens avec qui on se trouve, etc. Ça n'a rien à voir avec le sexe ou le genre. Donc, il faut arrêter ça, parce qu'à la fois, c'est une sorte de permis qu'on donne aux hommes de dire « Ah ben, ils ont des pulsions, donc... Non, pas du tout. » Et à la fois, c'est une façon de dire aux femmes « Mais non, mais vous n'avez pas de pulsion, donc voilà, vous n'avez pas de libido. » Donc non, bien sûr que non. Ça se saurait depuis longtemps, et bien sûr que non. Il n'y a rien qui prouve scientifiquement que les hommes, ils ont tout le temps envie. Je fais une imitation très mauvaise, mais cette phrase-là, elle existe partout. Non, mais les mecs, en fait, ils ont tout le temps envie, et les filles, non. Ah non, la littérature scientifique est très claire à ce sujet. Ils n'ont pas plus envie. Et on n'en parle pas, mais eux, par exemple, ils ont une concentration ne serait-ce que de testostérone qui fluctue au fil des saisons, au fil de la journée, etc. Donc non, il n'y a pas plus d'envie chez les hommes. C'est juste que l'envie des femmes est volontiers tue et qu'à l'inverse, l'envie des hommes est volontiers racontée. Alors qu'en fait, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir, ça, parce que dans les couples, en fait, le désir des hommes peut être aussi fluctuant que le nôtre. Et du coup, les femmes se disent, mon mec, il est pas normal. Soit il est pas normal, soit il ne m'aime pas. Alors que non, pas du tout. Ouais. En fait, c'est un homme tout à fait normal. Oui, on entend beaucoup le « non, mais c'est qu'il est plus attiré par moi ». Voilà. Non. Ah non. En fait, Juste ils ont le droit une d'être libido. fatigués. Ils ont le droit d'avoir faim. Ils ont le droit d'avoir 1001 choses qui font qu'ils n'ont pas de désir. Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir mal à la tête ? Ils ont le droit, absolument. Ils ont le droit d'avoir mal à la tête, d'être fatigués, d'avoir une grippe ou que sais-je, ou de pas avoir envie tout court. Parce que voilà, c'est la vie, quoi. Donc non. Vraie question issue d'une conversation. Est-ce qu'une infection urinaire est un signe d'infidélité ? Alors là, il faut être très clair. L'infection urinaire, ce qu'on appelle aussi la cystite, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. Ok. Donc, ce n'est pas du tout le signe d'une infidélité. C'est une colonisation par des bactéries de la vessie. Ça n'a rien à voir avec l'infidélité. Si les gens pensent ça,
c'est en fait parce qu'il y a certaines femmes, mais je dis bien certaines, une toute petite proportion de femmes qui ont parfois des infections urinaires qui sont déclenchées par les rapports sexuels avec pénétration. Et du coup, il y a ce raccourci rapide qui fait, alors que non, ça n'a rien à voir. Et surtout, c'est plus souvent d'ailleurs avec son partenaire régulier. Donc non, pas du tout. La cystite, l'infection urinaire n'est pas un signe d'infidélité. Le chlamydia, peut-être un peu plus, éventuellement. Et encore. Non, mais c'est très compliqué ça, parce qu'il suffit que le microbiote soit déséquilibré, donc il laisse entre guillemets, une méchante bactérie prendre le lead. Donc, commençons pas à faire ce genre de choses. À la limite, s'il y avait une chose à dire, ce serait sur les morpions, qu'on peut, c'est ces petites bêtes qu'on peut avoir dans les poils pubiens. Bon, effectivement, ça, ce serait étonnant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des morpions, je trouve ça un peu bizarre. Ils viennent d'où ces morpions? Mais sinon, rentrons pas dans ce genre de de considération. Non. J'aime bien cette question parce que vraiment, c'est un débat qu'on a au sein de Slate. Ah. Enfin, c'est pas un débat, mais c'est un constat. Pourquoi les filles, elles ont tout le temps froid? Ça, c'est marrant parce que, en fait, c'est pas si faux que ça. Alors, on va faire des généralités, ce que j'aime pas du tout. Mais effectivement, si on prend la population globale des hommes et celle des femmes, eh bien, il y a plusieurs explications faits scientifiques qui nous permettent de penser qu'effectivement, globalement, les femmes ont plus froid. Pourquoi ? Parce que quand elles sont imprégnées d'œstrogènes, par exemple, on sait qu'elles ont le sang un peu plus épais, et du coup, les extrémités sont un peu moins irriguées, donc ça peut donner froid. Surtout aux extrémités, vous savez, on a toujours l'impression qu'on a les mains froides et les pieds froids. Et à l'inverse, la testostérone, par exemple, peut inhiber un peu la sensation de froid. Et, dernier point, quand on a une masse musculaire importante, ce qui est globalement plus vrai chez les hommes que chez les femmes, quoique ça dépend des femmes et des hommes, eh bien, effectivement, là aussi, ça crée de la chaleur. Mais, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ça dépend des femmes, ça dépend des hommes. Mais il n'y a pas un truc comme quoi, en moyenne, la température des femmes est inférieure à celle des hommes? Alors non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que les femmes ont une température qui peut varier au cours du cycle. Mais de fait, chez tous les humains, on considère que vous avez de la fièvre, donc au-dessus de 38. Et la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas une définition pour les femmes et une définition pour les hommes. On considère qu'entre 36,5 degrés et 37,5 degrés, c'est normal. Et non. Par contre, comme on l'a dit, comme les femmes ont des fois un peu plus froid que les hommes, effectivement, elles vont être plus à l'aise dans des environnements plus chauds. Mais non, la température corporelle, c'est une définition pour tous les humains. La prochaine question, je l'adore parce qu'elle a vraiment la peau dure. Mais chez les hommes, autant que chez les femmes, c'est est-ce que les femmes se synchronisent quand elles traînent trop souvent ensemble? C'est-à-dire qu'on a dans l'idée que si on traîne vachement souvent ensemble, on va avoir nos règles en même temps. Donc genre, on va se synchroniser avec nos collègues, on va se synchroniser sur un projet. Non. Maintenant, en fait, il y a un phénomène on a longtemps pensé que c'était vrai, qu'on appelait synchronisation menstruelle. Mais en fait, la littérature scientifique est formelle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ce type de phénomène. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand vous mettez deux femmes ensemble dans le même bureau, par exemple, il y a 25% de chances que leur cycle soit coordonné, tout simplement. Donc, on va dire, elles ont leurs règles en même temps. Bah oui, non, mais de fait, on a ça avec tout le reste de la population générale, avec chaque femme que vous rencontrez à nouveau. Donc, c'est juste des maths et des probabilités, en réalité. Exactement. En fait, il n'y a pas de synchronisation menstruelle dans un bureau. C'est pas vrai. Ou dans un bureau, ou dans une famille, ou que sais-je. Est-ce qu'on peut laisser les gens le penser? Ça fait de mal à personne. Honnêtement, pour le coup, je trouve ça un peu sexiste. Ok. Il y a un côté... et donc, les hommes, quoi... pourquoi Pour moi, il y a un côté un peu mystique plus que sexiste. Moi, non, j'aime pas trop. Ouais, mais mystico-sexiste, alors. Ce qui parfois va de pair. Bon, on annule. Une question mignonne pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut faire quand sa copine souffre de son PMS et même peut-être de ses règles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider son amoureuse, on va dire, qui souffre? Je dirais 3 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas minimiser. Ouais. Parce que souvent, c'est tes hormones, c'est chiant. Non, on minimise pas. Il y a des symptômes qui sont décrits, il y a une souffrance qui est exprimée. On minimise pas. Parce qu'on n'est pas à la place de l'autre, on ne sait pas ce qu'il ressent, donc on ferme sa bouche. Donc, pas de minimisation, mais je dirais la même chose à une femme qui vient d'accoucher. Enfin, c'est pareil, on minimise pas un baby blues, on minimise pas des émotions. La deuxième chose, c'est que par contre, là, je vais dire un peu l'inverse de ce que je viens de dire, il faut pas prendre pour argent comptant toutes les réflexions, toutes les paroles qui peuvent être prononcées au cours de cette période. Mais souvent, les femmes elles-mêmes le savent intérieurement, même si elles ne l'expriment pas, elles disent « je crois que mes paroles ont un peu dépassé ma pensée ». Voilà, ça arrive parce qu'on a une humeur, qu'on peut être très irritable, etc. Donc, voilà, peut-être pas prendre tout pour argent comptant.
ou pas hésiter Pas à le prendre dire personnellement, à minimum. voilà, pas personnellement, et puis dire ne pas hésiter à dire bah écoute, je comprends que tu sois fâché, mais ça m'a fait de la peine. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis Non ou c'était juste voilà. Et enfin, le dernier truc, évidemment, mais ça va sans dire, il faut être gentil, quoi. Parce qu'en fait, c'est parfois très, très désagréable. Il y a des femmes qui sont plus ou moins sévères, et donc il faut être gentil. C'est valable pour toutes les périodes. Hein. Oui. Mais là, particulièrement, quand on est vulnérable, il y a des femmes, elles se sentent très moches, elles se sentent mal dans leur corps, elles ont mal, elles sont gonflées comme des barriques. Enfin bref, tout va mal. Donc c'est vrai que, particulièrement, à ce moment-là, on a besoin de gentillesse et de douceur. Et de douceur, ouais. Une question liée à la fertilité. Est-ce que les femmes ont envie d'un enfant tout à coup, à un moment donné, genre à 28 ans ou à 30 ans? Est-ce qu'il y a un truc où, genre, tout d'un coup, ça se réveille en elles et ça fait genre « il me faut un enfant ». Alors ça, bien sûr, le désir d'enfant peut arriver sans crier gare et peut arriver vraiment du jour au lendemain. Ça, c'est véridique. Ok. Toutefois, pas à 28 ans. Il n'y a pas de règle, quoi. Peut-être à 21, Ok. peut-être à 37, peut-être à... j'en sais rien. Il n'y a aucun âge qui soit prépondérant. Après, qu'il y ait des moyennes, effectivement, l'âge du premier enfant, c'est la trentaine. Mais de fait, non, il n'y a pas de... Non, Ok. il ne se réveille pas un jour, ça dépend des circonstances, ça dépend du partenaire, ça dépend de plein de choses. Mais toi, t'as beaucoup entendu ce truc de « du jour au lendemain, je voulais un enfant ». Oui, je l'ai beaucoup entendu, surtout chez les femmes qui ne voulaient pas d'enfants, qui a priori ne voulaient pas d'enfants. Autant celles qui ont toujours voulu avoir des enfants, bon bah, disons qu'ils s'enflamment à un moment. Mais il y a des femmes, effectivement, pour qui ça a été volte-face, qui étaient mordicus, je ne voudrais pas d'enfants, et puis qui un jour se réveillent et disent, bon, en fait, je crois que si. Et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont toujours voulu des enfants, et puis en fait, non. Est-ce que les femmes ont une prostate? Ah non. Non, elles n'ont pas de prostate, les femmes, non pas du tout. Elles ont un clitoris, par contre, ça c'est important de savoir pour ceux qui nous écoutent. Alerte, alerte. N'hésitez pas à vous renseigner. Regardez où c'est. Regardez où c'est, vous renseignez sur le sujet, que c'est pas un tout petit organe d'1 centimètre, c'est un grand organe de 8 à 10 centimètres qui est compliqué, qui se ramifie à l'intérieur. C'est un sujet passionnant. Il a des bulbes, il a un corps, il a plein de choses, ce clitoris. En tout cas, c'est pas le petit truc minuscule que les hommes imaginent. Donc, 1, connaître sa localisation. 2, savoir ce qu'il y a sous la peau. C'est très intéressant, le clitoris. Puis, je rappelle, à toute fin utile, que c'est, jusqu'à preuve du contraire, l'organe du plaisir et où il y a un nombre de terminaisons nerveuses absolument extraordinaire. Donc, elles ont un clitoris. Et après, ce qui est vrai, c'est que si elles n'ont pas de prostate, elles ont des glandes qui vont, par exemple, créer une partie de la cyprine. La cyprine, c'est ce qu'on pourrait dire de la mouille, si vous voulez. Et donc, en fait, vous avez effectivement ce qu'on appelle les glandes de Bartholin et les glandes de Skene et la transsudation vaginale qui va répondre. C'est-à-dire, on a une excitation sexuelle, tout ça va se mettre en route et hop, on aura de la mouille. Est-ce que les femmes peuvent être daltoniennes? Alors, petit cours de génétique. Attention, accrochez-vous. Je suis prête. Tu sais que les garçons, ils ont X et Y. Oui. Il se trouve que le gène du daltonisme, il est sur le chromosome X. Et nous, on a X. X. Voilà, donc quand tu as XY, si tu as un gène qui est malade, forcément tu l'exprimes, forcément tu es daltonien. À l'inverse, les filles, elles ont 2X. Donc en fait, il faudrait... Donc c'est possible, effectivement, mais ça veut dire que leurs 2 parents sont porteurs du gène. Si vous avez qu'un gène, eh ben non, vous ne serez pas atteinte de daltonisme. Vous pourrez le transmettre, mais vous ne serez pas atteinte de daltonisme. Voilà, donc oui, ça existe, mais une proportion beaucoup plus faible que chez les garçons. Je crois que chez les garçons, ça doit être un truc comme 8%, chez les femmes, 0,5%, un truc comme ça. Donc oui, mais beaucoup plus rarement. La dernière question que j'ai trouvée, c'est est-ce que les femmes peuvent avoir de la calvitie? Oui, absolument. Les femmes peuvent avoir pour 1001 raisons une perte de leurs cheveux. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup plus souffrir. Alors, ça fait souffrir les hommes, bien sûr, mais ça fait aussi beaucoup souffrir les femmes parce que c'est extrêmement tabou. Mais vous avez des maladies qui font perdre les cheveux ou des situations de stress particulièrement intenses. Et là, je tiens à vous dire que le médecin spécialiste de ça, ce sont les dermatologues qu'il faut aller voir en première instance. Souvent, on fait un bilan, peut-être un bilan hormonal, un bilan plus global, pour essayer de comprendre d'où vient cette perte de cheveux. Et on appelle ça de l'alopécie ou On appelle ça de l'alopécie, absolument. Pas vraiment de la calvitie. Il y a moins ce truc de zone de calvitie qu'ont les hommes, peut-être. Oui, mais on peut aussi avoir chez les femmes des sortes de golf. On peut perdre plus au sommet qu'en bas. Donc, évidemment, et souvent, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire chez les hommes. Je ne dirais pas que tous les hommes y passent, mais en tout cas, une grande proportion d'entre eux. Chez les femmes, c'est quand même plus rare. Mais ça existe. Non, ça existe et ça fait beaucoup souffrir. Et il y a des solutions. Vraiment, il y a des solutions, il faut le savoir. Toujours.
C'est-à-dire que si c'est pas un traitement médical, ça peut être carrément des implants. Enfin, il y a des femmes qui font des implants. Enfin, il y a des choses qui existent, quoi. Et pas uniquement des remèdes un peu naturels. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Il y a beaucoup les trucs de l'huile de romarin, etc. Ça peut marcher, mais des fois, c'est bien d'aller voir un médecin. Ouais, alors moi, je suis très pragmatique. Moi, j'aime bien ce que la science a prouvé. Donc, moi, vous faites bien ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille quand même d'aller voir un dermatologue. Ce sont les spécialistes. Ils ont l'habitude. Ils font ça toute la journée. Franchement, il n'y a pas à s'en priver. Merci pour tout, Anna. C'était Tout sur elle. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.